Bonjour à tous, il va être 10 heures, nous allons démarrer. Donc, comme convenu les fois précédentes, aujourd'hui on va faire un petit peu plus de chimie, ce sera un petit peu plus technique. Et du coup, comme ce n'est pas forcément aussi fluide que la présentation concernant la partie écologique qu'on a pu s'aborder les fois précédentes, il n'y aura pas d'invité pour que ce soit moins long. Voilà. En revanche, je pense que la partie un petit peu chimique de ce matin va être une belle préparation au colloque de la semaine prochaine, de mardi prochain, sur en fait comment toute cette chimie qui s'appuie sur des connaissances en écologie scientifique est à la base de nouveaux modèles économiques qu'on partagera avec des spécialistes du domaine. Vous avez peut-être vu sur le programme qui est prévu pour ce colloque. Donc aujourd'hui, on va vraiment rentrer un peu plus en profondeur dans ce qu'est le concept de l'éco-catalyse qu'on a souvent cité, parfois abordé avec quelques exemples. On va essayer de mieux comprendre en quoi, en fait, cette approche de la chimie est complètement nouvelle et s'appuie grandement sur les piliers du développement durable. Donc, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas forcément là les mardis précédents, en fait, que les efforts en chimie, initialement, sont développés pour répondre à la recherche de solutions qui sont absolument indispensables face à l'effondrement de la biodiversité. Et sont notamment centrés sur deux gros problèmes, celui de la pollution des sols, pollution de l'eau, où des séminaires spécifiques ont été consacrés à ces sujets, et celui de la semaine dernière d'ailleurs, relatif aux espèces exotiques envahissantes végétales, puis, lors d'un autre séminaire, nous avons abordé le problème d'espèces exotiques envahissantes animales, notamment les vecteurs de maladies infectieuses. Donc, comment trouver des solutions face à ces grands facteurs clés qui sont mis en cause dans l'effondrement de la biodiversité ? Eh bien, la démarche est celle que nous avons abordée aussi, qui s'appelle les solutions fondées sur la nature, qui sont aujourd'hui définies de façon très précise par la Commission européenne, comme étant des solutions qui s'appuient sur le fonctionnement de la nature, des écosystèmes naturels, qui doivent apporter des bénéfices au niveau environnemental, mais également rendre des services à la biodiversité, clairement avérés, et plus surprenant que parfois on oublie, apporter également des bénéfices sociaux et économiques. Et la définition de la Commission européenne va très loin, on dit même qu'il faut que ces solutions soient rentables, donc le mot est fort, et montre qu'au-delà du développement de ces solutions naturelles, il faut les rendre économiquement viables. Et ceci, on va le voir, est possible grâce à la chimie durable. Et le concept qui permet de faire le lien entre les deux, c'est bien l'éco-catalyse. Vous allez le voir, c'est la première catalyse métallique biosourcée. Alors pourquoi peut-on aller jusque-là ? Eh bien, on va voir en fait que la chimie qui va être développée va s'appuyer sur les capacités adaptatives du milieu végétal face au stress auquel on le soumet. Souvenez-vous, nous avons beaucoup parlé de la pollution des sols et de la technique de restauration écologique qui était développée, dont le grand principe est d'essayer de recréer l'écosystème initial qu'il y avait avant l'activité humaine. On a vu que ceci était possible et que cette restauration écologique était initiée par des plantes qui sont dites hyper-accumulatrices d'éléments métalliques, qui font de la phytoextraction, qui vont extraire du sol des éléments minéraux, les transporter, les stocker dans les parties aériennes à très haute concentration. Et là, la plante est très active sur ce phénomène via des procédés très élaborés développés par le milieu végétal qui a réussi à s'adapter à ce contexte de pollution des sols. Autre stratégie, eh bien, le milieu aquatique qui souffre aussi de graves problèmes de pollution, ça fait partie de l'actualité quotidienne. On a montré là que cette fois-ci, des plantes aquatiques, par leur système racinaire, pouvaient séquestrer dans les racines ces éléments métalliques. Mais c'est très différent des plantes terrestres. Il n'y a pas de transfert de la pollution vers les parties aériennes. Et là, la plante est plutôt passive. Elle ne joue pas de rôle particulier. Elle a surtout un système racinaire qui est extrêmement bien fait. On avait pris l'exemple, et on y reviendra, de plantes aquatiques flottantes qui doivent survivre en milieu aquatique. Pour capter les nutriments, il faut qu'elles aient un système racinaire très efficace pour capter le moindre élément métallique, même à l'état très dilué.
elles le font, et quand elles sont soumises à des éléments métalliques polluants, elles ne font pas forcément la différence, et elles séquestrent avec la même efficacité ces éléments métalliques polluants. Et on a montré que finalement, puisque la plante était passive, le système racinaire transformé à l'aide de poudre végétale gardait les mêmes performances. Et ça, c'était la biosorption. C'était très intéressant, une poudre végétale qui arrive à se gorger d'éléments métalliques à très haute concentration et qui peut même être étendue à des polluants organiques, émergents, persistants. Donc une méthode de pollution très efficace. Et enfin, on a montré que les plantes exotiques envahissantes, qui ont un effet assez dramatique sur la flore indigène, qui étouffe beaucoup de nos espèces végétales qui sont déjà malmenées par la pollution des règlements climatiques. Ces espèces exotiques envahissantes ont une ampleur absolument extraordinaire, un développement anarchique qui devient de plus en plus problématique, que ce soit alors en milieu aquatique, mais pas que, dans les zones humides et sur des zones terrestres assez communes. On en a vu quelques exemples. Vous voyez là l'exemple largement abordé la semaine dernière, celui des renouées exotiques, dont la plus connue est la renouée du Japon. Le point commun avec les plantes précédentes, c'est que ce développement incontrôlé de ces espèces exotiques végétales ne sont pas envahissantes par hasard. Ça se traduit par une physiologie à part, et pour l'instant, on a réussi à trouver un trait commun à beaucoup de ces espèces végétales envahissantes. C'est une richesse extraordinaire en potassium. Et pour la renouée exotique, et les renouées exotiques comme le renoué du Japon, encore un avantage supplémentaire, elle a 2 fois plus de chlorophylle que la plupart des espèces végétales communes que l'on connaît chez nous. Ceci se traduit par 2 fois plus de magnésium que toutes les autres. Donc une richesse en espèces minérales, potassium et magnésium, assez extraordinaire. Donc le point commun entre toutes ces technologies naturelles pour remédier aux problèmes que j'ai exposés se traduisent par des feuilles ou des poudres végétales extrêmement riches en éléments minéraux. Et ceci est très valorisable en chimie, puisque vous le savez, on a beaucoup parlé de la notion de catalyseur, un terme qu'on utilise beaucoup en chimie, mais aussi dans la vie quotidienne. Je rappelle un petit peu l'image que j'avais exposée pour ceux qui sont moins chimistes, à savoir que dans un groupe qui travaille sur un projet, des fois, ce projet a un petit peu du mal à avancer, stagne, et la personne qui a la bonne idée, qui va enfin débloquer ce projet, va s'appeler le catalyseur du groupe. En chimie, on est souvent dans cette situation. On veut faire réagir des molécules ensemble pour en créer une nouvelle. On a beau les agiter, les chauffer, faire tout ce qu'on veut, la réaction n'avance pas, jusqu'au moment où on ajoute le catalyseur, qui va juste apporter l'énergie qu'il faut et qui va enfin faire démarrer la réaction chimique. Donc voilà, c'est la même idée. Un catalyseur chimique est très utile en chimie pour créer plein de molécules d'intérêt pour notre santé, notre bien-être, créer les matériaux qui nous entourent. Et très souvent, ces catalyseurs sont d'origine métallique. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser la richesse minérale de toutes les plantes qui viennent de ces solutions naturelles, qui sont riches en espèces minérales, dont certaines sont très souvent des métaux, pour remplacer les catalyseurs métalliques d'origine minière. Mais là, ils sont d'origine végétale et à l'aide d'espèces végétales qui nous ont permis de répondre à ces problèmes environnementaux. Donc ces catalyseurs métalliques biosourcés, que nous appellerons éco-catalyseurs, nous sont très utiles, vous allez le voir, pour revisiter l'ensemble des grands mécanismes réactionnels de la chimie verte avec ses principes, c'est-à-dire 12 principes pour réduire l'empreinte environnementale de la chimie, mais qui va encore plus loin, qui s'inscrit aussi dans la démarche de la chimie durable, c'est-à-dire une chimie qui s'appuie sur les 3 grands piliers du développement durable. Apporter cette dimension environnementale importante, on l'a vu, c'est le point de départ pour nous. Une dimension économique, il ne faut pas être naïf, il faut que ces solutions soient donc économiquement rentables, on l'a vu. Et puis une dimension sociale, c'est-à-dire apporter quelque chose d'intéressant à la société. Mais on voit bien, si on arrive à conjuguer solutions environnementales, écologiques et économiques, bien sûr, c'est extrêmement profitable à la société. Alors, comment sont préparés ces éco-catalyseurs et à quoi servent-ils? C'est ce qu'on va voir.
Donc, tout d'abord, le traitement donc, de toutes ces plantes et ces poudres végétales chargées en espèces minérales est très sobre. Il exclut tout procédé d'extraction ou de procédé hydrométallurgique, comme on le fait traditionnellement avec un minerai. C'est un traitement thermique très sobre, modeste, qui va consister à concentrer la partie minérale dans des conditions simples, sous air, pas de pyrolyse par exemple. On obtient déjà une première famille d'éco-catalyseurs, on les appellera M1, qu'une seule opération pour y arriver, on concentre la partie minérale par un traitement thermique. Et puis en phase 2, des fois, pour avoir une activité très particulière en catalyse, il y aura une deuxième étape dite d'activation, qui peut prendre en fait des paramètres extrêmement variables. Ça peut être une activation acide, basique ou un dépôt sur un support. Donc il y a toute une variété de méthodes d'activation pour augmenter le potentiel de ces éco-catalyseurs en chimie. C'est ce qu'on appellera les éco-catalyseurs M2, 2 opérations pour y arriver. Ce qui est remarquable et qu'on n'avait pas anticipé au départ, eh bien, c'est la structure de ces éco-catalyseurs. Pourquoi ? Ils sont d'origine végétale. Donc la plante va phytoaccumuler un élément métallique, minéral, d'une façon plus générale, mais les éléments physiologiques nécessaires à la vie de la plante sont là aussi. Vous savez bien, une plante est, je vous l'ai dit, une plante chlorophyllienne est verte parce qu'elle a de la chlorophylle, donc du magnésium, il est présent. Et dans sa croissance, elle a besoin de potassium, de calcium. Ces éléments sont présents aussi. Et au départ, on avait fait le pari de tout conserver, de ne pas séparer l'élément métallique phytoextrait des éléments physiologiques de la plante. C'est un pari un petit peu compliqué au début, assez audacieux, puisqu'en chimie, on fait tout le temps l'inverse. On veut des catalyseurs métalliques hyper purs, et plus il est pur, plus on est content. Là, on a choisi l'inverse, tout conserver, considérant que ça pouvait être une richesse. Aujourd'hui, on ne le regrette pas, c'est une vraie richesse. Pourquoi ? Eh bien, c'est qu'on va former des outils complètement nouveaux. Les catalyseurs, donc lors du traitement thermique, vont subir un auto-assemblage de l'ensemble des espèces minérales. Et ce n'est pas au hasard, c'est régi par 2 grands paramètres. Tout d'abord, des aspects thermodynamiques, c'est-à-dire qu'il y a des éléments minéraux qui ont plus d'affinité entre eux que d'autres. La thermodynamique l'explique bien, mais pas que. La chimie ne contrôle pas tout. Il y a un autre aspect qui est extrêmement intéressant, c'est l'empreinte végétale, c'est-à-dire que la plante va jouer un rôle, on le verra de façon très concrète sur des exemples, c'est-à-dire que des espèces données, et parfois même un genre d'espèces données, va contrôler, va induire l'auto-assemblage des espèces minérales entre elles. Et donc ça, c'est extrêmement fort de voir que la plante joue un rôle sur la future structure de l'éco-catalyseur. Donc c'est extrêmement riche, ça nous a permis de créer des matériaux, nanomatériaux, complètement nouveaux, innovants, et qui vont avoir plusieurs fonctionnalités. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs éléments métalliques. Il y a par exemple donc, l'élément métallique phytoaccumulé, mais aussi le magnésium, qui n'est pas du tout inoffensif en chimie, extrêmement intéressant. D'ailleurs, calcium et potassium aussi. Donc il y aura une complémentarité de comportement, d'activité catalytique, grâce à l'ensemble de ces espèces minérales. Donc c'est une richesse qui nous permettra d'aller plus loin et de répondre très clairement aux objectifs actuels de la chimie verte et de la chimie durable. On en voit un exemple. Donc j'avais pas mal parlé de cette espèce, Grevillea rubiginosa, notre star dans la restauration écologique en Nouvelle-Calédonie, si vous vous souvenez, qui grandit sur des sites miniers aussi bien qu'en milieu naturel, sauvage et non dégradé, une espèce absolument extraordinaire et qui a notamment, par exemple, permis de voir que sa concentration de manganèse dans les feuilles, qui est complètement naturelle, qui est une adaptation de la plante sur ces milieux riches en éléments métalliques, a permis de générer des espèces minérales qui sont complètement inconnues en chimie organique. J'y reviendrai de façon plus précise tout à l'heure. Donc des structures complexes qu'il faut identifier, caractériser, comprendre pour bien les utiliser en chimie derrière. Donc tout ceci nécessite des efforts. Il a fallu tout repenser depuis le début. Nouvelles espèces, tout est à refaire. Donc comprendre déjà la composition de ces éco-catalyseurs avec les outils du domaine. Donc il y a des chimistes aujourd'hui parmi nous, ce qui est vraiment très bien pour moi, et donc je répondrai avec plaisir à toutes les questions que vous poserez juste derrière sur les analyses qui sont faites pour comprendre la composition
totale de l'écocatalyseur. De quoi est-il constitué? Quand on a la composition minérale totale de l'écocatalyseur, il faut aussi savoir comment ils vont s'arranger les uns avec les autres. Cet auto-assemblage très structuré, comment s'est-il fait? Et là, pareil, plein de méthodes de la chimie des matériaux sont nécessaires pour les identifier. Et c'est assez extraordinaire, puisque sans arrêt, on découvre de nouvelles espèces. Il arrive même que ces assemblages d'espèces minérales génèrent des espèces complètement nouvelles, qui n'existent même pas dans les bases de données cristallographiques. Donc ceci nous amène à faire beaucoup d'efforts pour comprendre ces structures, les identifier, bien les caractériser. Et donc, à nouveau, je cite l'outil français extraordinaire du synchrotron Soleil, situé à Saclay, vous savez, qui nous permet d'avancer notamment sur ces aspects. Et quand on a compris la structure de ces écocatalyseurs, il faut savoir à quoi ils vont servir. On ne peut pas partir au hasard en se disant je vais les tester dans des réactions chimiques diverses parce que ça durerait longtemps. Il vaut mieux essayer d'y réfléchir, et tout ceci fait appel à des calculs théoriques qui sont maintenant une partie importante de la chimie, la modélisation moléculaire, des calculs notamment de densité, de DFT pour les chimistes présents, pour essayer de prédire en quoi ces nouvelles espèces écocatalytiques sont différentes et plus intéressantes que les catalyseurs conventionnels qui viennent directement de l'activité minière. Et quand on a fait ces calculs théoriques, on arrive à prédire dans quel type de réaction de la chimie ils vont pouvoir être intéressants. Alors là, c'est ce qu'on va faire. On va étudier leur potentiel dans les réactions chimiques qu'on a prédit à l'avance, étudier leur performance en les comparant systématiquement aux catalyseurs conventionnels qui viennent de l'extraction minière pour voir leur valeur ajoutée, voir s'ils sont meilleurs, moins bons ou équivalents, qu'apportent-ils de nouveau ou de complémentaire à ce qui est connu. Alors, comme vous l'avez vu, on veut jouer le jeu des solutions fondées sur la nature, donc d'apporter cette rentabilité à ces nouvelles solutions. Donc oui, on cible le plus vite possible des objectifs industriels pour montrer l'intérêt donc auprès de la chimie industrielle au sens très large du terme, en chimie fine, chimie pharmaceutique, chimie même des cosmétiques, pour voir un petit peu quelles sont les applications concrètes que l'on peut imaginer et accompagner vers le milieu industriel. Mais toujours avec un objectif, s'inscrire vraiment dans les principes de la chimie durable. Donc c'est une contrainte qui va bien à notre démarche, puisque tout ça vient de solutions écologiques qu'on a déployées à grande échelle. Donc pour être cohérent au niveau de la chimie, avoir les mêmes objectifs. Il ne s'agit pas de résoudre un problème de pollution et puis que l'application pollue derrière. Donc il faut essayer de minimiser au maximum l'empreinte environnementale du procédé de chimie, qui a nécessité quand même de repenser complètement ces procédés. Alors, on va voir un petit peu comment ça se présente. Donc, je vous présente sous forme d'arbre. Vous avez en vert ici un certain nombre d'écocatalyseurs, donc des 1, c'est-à-dire qu'on ne subit que le traitement thermique, qui viennent directement des plantes terrestres qu'on a utilisées pour répondre aux problèmes écologiques que j'ai exposés tout à l'heure. Et puis on a en bleu ici toutes les plantes aquatiques ou des zones humides, donc simplement à l'issue du traitement thermique qui ont généré d'autres structures. J'ai essayé un petit peu de répartir en étages les écozinc, les éconickel, manganèse, palladium et écobases pour faire simple et regrouper un petit peu tout ça. Donc comme vous le voyez ici, tout de suite on se rend compte que dans un écozinc, on a bien cet assemblage entre du zinc, du potassium et aussi de la silice. La silice est très présente dans les plantes qu'on agresse. C'est souvent une réaction de défense. Une plante produit de la silice pour ça. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et qui a généré un matériau très inhabituel, donc un silicate de potassium et de zinc. Des oxydes mixtes qui sont très difficiles à faire de façon traditionnelle, de magnésium et de zinc. Un degré d'oxydation complètement inhabituel pour le nickel. Un oxyde mixte très inspirant dont on a déjà un petit peu parlé, de manganèse et de calcium, parce que c'est un mime d'un oxydant de la nature, donc qui fait des merveilles dans les réactions d'oxydation, on en reparlera un petit peu. Et des écobases qui vont par exemple remplacer des carbonates là d'origine pétrosourcée. Mais les plantes aquatiques génèrent aussi des entités assez extraordinaires, ces oxydes mixtes aussi, manganèse calcium, palladium potassium,
des choses plus communes, de calcium et de magnésium, mais qui ne viennent pas de l'origine minière ou de traitement de carrière, qui viennent tout simplement des plantes. Et puis des sels complètement inconnus aussi en chimie, carbonate et phosphate mixtes. Donc tout ça est extrêmement riche et répond à des formules générales très inhabituelles en chimie organique, où il y avait tout à comprendre de leur potentiel. Donc on va commencer tout d'abord, on va passer maintenant à des structures assez générales, des échos 2, donc ceux qui ont subi 2 étapes, traitement thermique, activation. On voit qu'on génère des espèces très différentes, que ce soit, quel que soit le métal de transition que la plante a phytoaccumulé, le zinc, le nickel, le manganèse ou le palladium, on retrouve une constante. Donc ce métal de transition s'est associé au potassium. C'est vrai dans chaque cas, vous pouvez le voir, quelle que soit l'origine de la plante. Mais pour les plantes terrestres qui font de la phytoextraction, donc très utile pour initier la restauration écologique, on génère ce qu'on appelle de la tachydrite, très intéressante, aussi très difficile à faire traditionnellement, un chlorure mixte de magnésium et de calcium. On le retrouve tout le temps, c'est une constante extrêmement intéressante, on verra son intérêt tout à l'heure. Dans d'autres cas, on va générer des espèces avec une autre méthode d'activation, très inhabituelle, un mélange de fer et de nickel au degré 0. Et puis, côté plantes aquatiques, on génère des chlorures de palladium, de magnésium, donc là aussi, qui sont un petit peu hors normes, on en verra l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec tout ce panel de structures, on est très armé pour revisiter des écocatalyseurs qui ont des propriétés acide de Lewis. Donc c'est une grosse famille de réactions en chimie organique, acide de Lewis et aussi acide de Bronsted. Il y a les deux, on va le voir, et ça va être extrêmement puissant. Mais aussi des réactions de réduction, avec la grande famille des écocatalyseurs à base de nickel. Des réactions d'oxydation, avec tout ce qui vient du manganèse. Et on avait les écobases tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir revisiter l'ensemble des grands mécanismes de la chimie. Alors voyons maintenant des exemples concrets. On va commencer par la famille du nickel. Les écocatalyseurs à base de nickel qui viennent des plantes terrestres utilisées en restauration écologique, notamment en Nouvelle-Calédonie. Et pour ça, il y a des modèles pour se comparer à du nickel conventionnel. Le nickel conventionnel, qui vient de l'extraction minière et d'opérations métallurgiques classiques, c'est du chlorure de nickel, NiCl2. Et on a notre éconickel à côté. Pour étudier la différence entre les deux et percevoir au plus vite l'intérêt de l'éconickel, on a utilisé une réaction, que vous voyez ici, qui est une réaction qui a été inventée par Corma, que vous connaissez peut-être, un chimiste espagnol très dynamique et inventif dans le domaine de la catalyse, qui a mis au point cette réaction modèle qui permet tout de suite de savoir si un écocatalyseur acide est un acide de Bronsted, un acide de Lewis, dur ou mou, selon la théorie HSAB du domaine. Eh bien, donc la réaction de Corma est très, très simple, entre guillemets, il faut quand même savoir la réaliser, et on obtient 3 produits, et donc la nature du produit va indiquer le caractère acide de l'écocatalyseur. Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, non, vous ne le voyez pas, donc il y a un petit artefact internet, mais donc c'est pas grave si ça ne vous dérange pas. Donc voilà, le chlorure de nickel dans la réaction de Corma ne donne rien. Il est incapable de décomposer le produit de départ. Première information. Pas de réactivité. Si on prend l'éconickel, souvenez-vous, qui est constitué de 2 espèces, un chlorure de nickel mixte de potassium et cette espèce mixte calcium-magnésium. Eh bien, il va donner 2 produits, celui qui est en rouge et en jaune, dans des proportions importantes. C'est-à-dire que l'éconickel a 2 propriétés. C'est un acide de Lewis dur, très surprenant. Le nickel en chimie est plutôt mou. Il est dur grâce à ce sel mixte de calcium et de magnésium. Et il est aussi un acide de Lewis mou, mais visiblement plus réactif que le chlorure de nickel d'extraction minière qui, lui, ne donnait aucune réactivité. Donc on voit tout de suite à travers cet exemple le premier intérêt de l'écocatalyseur. Il a déjà 2 propriétés au sein de la même structure, 2 propriétés acides de Lewis, dur et molle, et en plus il est déjà plus réactif que le chlorure de nickel conventionnel. Donc c'est évidemment très motivant, et donc on a essayé d'étudier
en fait, cette propriété sur des cas concrets. Le premier exemple, c'est cette molécule qu'on appelle le monastrol. Très intéressante parce que c'est un agent anticancéreux, donc c'est motivant. On le connaît pour ses propriétés antimitotiques. Le monastrol bloque la migration des chromosomes vers les pôles cellulaires lors de la mitose. Donc évidemment, c'est une arme efficace dans le cas des cellules cancéreuses qui se multiplient de façon anarchique. Alors en quoi l'éconickel est intéressant? Vous vous souvenez, il a deux propriétés, rouge, jaune, acide de Lewis dur et molle. Eh bien, la première étape de la réaction nécessite une activation du partenaire carbonylé par un acide de Lewis dur. On l'a grâce aux sels de calcium et de magnésium. Donc la première étape se fait très bien. La deuxième étape, pour que cet acétoacétate d'éthyle s'additionne en fait sur cet adduit, il faut une activation de type MOL, acide de Lewis mou. On l'a grâce au sel qui est en jaune, le chlorure de nickel et de potassium. Donc cette deuxième étape donc s'enchaîne. Et enfin, la dernière étape, qui est la cyclisation, nécessite une acidité de Lewis dur qui est possible grâce donc à nouveau à ce sel qui est en rouge. Donc on arrive à enchaîner toutes ces réactions les unes derrière les autres pour aboutir au monastrol, et cette activation se traduit par une synthèse qui a une efficacité, un rendement de 72%, alors que le pauvre chlorure de nickel conventionnel plafonne à 11%. Donc on voit tout de suite bien l'intérêt de l'écocatalyseur par rapport à un catalyse conventionnel, et le pari finalement réussi, même si c'est difficile au départ, d'avoir accepté de garder le nickel phytoextrait par la plante, mais aussi le potassium d'origine physiologique de cette même plante. Cet assemblage donc, est extrêmement intéressant. Donc il n'y a pas que l'exemple de cet agent anticancéreux, donc la synthèse de cannabinoïdes qui ont montré leur intérêt dans certaines maladies et donc traitements médicaux associés, sont produits avec une extrême efficacité grâce à cet éconickel. Les chromènes aussi. Les chromènes sont des molécules naturelles que certaines plantes utilisent pour se défendre contre les larves des termites. Donc très inspirant aussi, ça peut donner des idées de larvicides naturels. Eh bien, on arrive à synthétiser ces chromènes avec donc une belle efficacité aussi. Les benzodiazépines, molécules évidemment très importantes pour traiter les maladies neurologiques, dont d'ailleurs certaines sont dans les médicaments prioritaires et essentiels définis par BPI France, vous le savez, qui font partie de ces médicaments en risque d'approvisionnement et de pénurie. Donc on peut faire avec efficacité grâce à cet éconickel. Des dihydropyrimidines, ça c'est un petit peu plus abstrait, théorique, ce sont des réducteurs naturels qui miment le réducteur naturel, donc le NADPH. Et puis, celui que je considère comme le plus joli résultat, bien la construction de pré-ARN messagers, c'est-à-dire cette réaction de coiffe qui est possible grâce à l'éconickel, qui, vous le voyez, est encore beaucoup plus performant qu'un chlorure de nickel conventionnel, qui permet de faire cette réaction de coiffage, où en fait un diphosphate nucléotidique qui va pouvoir attaquer un nucléotide activé et construire la chaîne d'ARN. Donc on arrive à faire des réactions extrêmement complexes. Donc ces éconickels ont un intérêt évident. Est-ce qu'on a le même intérêt pour un écozinc? Est-il complémentaire? Apporte-t-il des choses supplémentaires? On voit que ces structures sont bien différentes. On va regarder à quoi ça peut servir. On va tout d'abord se concentrer sur le chlorure de nickel, donc activé ici, avec cette espèce associée non classique. On va le voir dans une réaction qui va donc valoriser le glucose. Pourquoi le glucose? S'intéresser au glucose, c'est la structure de base en fait, de la cellulose, qui est un gros déchet, qui est très abondant, et donc comme matériau biosourcé de départ, à transformer, à valoriser, c'est une matière idéale. Eh bien, on peut transformer le glucose donc en une molécule dite plateforme ici, qui est extrêmement recherchée, d'une part parce que sur ce noyau furanique ici, on a deux fonctionnalités. Ici, c'est une fonction dérivée carboxylique qui est très riche en transformation ultérieure. Par exemple, elle peut ajouter une chaîne grasse pour apporter un côté lipophile. Et puis ici, il y a une chaîne polyol, donc qui va apporter une partie hydrophile. On voit qu'on pourrait faire, par exemple, un tensioactif non ionique, donc qui serait non toxique et qui serait biodégradable.
Eh bien, tout ceci est très séduisant, mais bien difficile. D'ailleurs, si vous utilisez le chlorure de zinc conventionnel, la réaction est à hauteur de 30%, ça n'a aucun intérêt industriel, ce n'est pas assez efficace. En revanche, si on utilise l'écozinc, on fait plus que doubler le rendement. Il permet donc de faire réagir ces deux molécules, dont le glucose, de façon très efficace, soit sans aucun solvant, soit dans un solvant au éthanol, donc aucun problème de toxicité de solvant. Avec ce que donc, demande la chimie verte, une économie d'atomes parfaite, car le seul sous-produit qui est formé, c'est l'eau, donc pas de problème de ce côté-là. Et la force de l'écozinc, c'est aussi d'être recyclable, ce qui n'est pas possible avec du chlorure de zinc qui est beaucoup trop sensible. Donc là encore, un exemple bien différent qui montre l'intérêt de ces écocatalyseurs. Maintenant, le manganèse. Le manganèse, dont on a vu l'intérêt en restauration écologique avec ces espèces accumulatrices de manganèse qui ont tout un point commun. Elles appartiennent au genre Grevillea et elles possèdent une empreinte végétale extraordinaire, la capacité à produire ces chlorures de zinc mixtes qui sont quasiment impossibles à produire de façon synthétique. Allez mélanger les sels de départ pour reconstituer ces composés, vous allez voir la difficulté que ça représente. Et pourtant, les plantes nous permettent de le faire avec beaucoup de facilité. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Mais à quoi ça peut servir? Quel est l'intérêt? Eh bien là, quand on a étudié donc, la structure de ces espèces, on s'est rendu compte, par les réactions telles que celle de Cormack que je vous ai montré tout à l'heure, que ces catalyseurs en fait, avaient différentes acidités, de Lewis, dur et molle, et en plus une acidité de Brønsted. 3 types d'acidité au sein d'un seul écocatalyseur. Donc c'est comme s'il y avait 3 catalyseurs en même temps. Donc évidemment, ça donne des idées. Et puis l'idée supplémentaire, c'est que c'est apporté par du manganèse, dont on connaît le potentiel oxydant. Donc ça veut dire qu'on peut mélanger 2 grandes propriétés, des propriétés acides et des propriétés oxydantes. Donc on n'a pas résisté à tester des réactions qui nécessitent ces 2 propriétés. C'est notamment, par exemple, la préparation du paracimène, qui est un solvant qui est intéressant, en substitut à d'autres solvants problématiques et qu'on peut faire de façon complètement biosourcée. Mais la réaction est difficile, elle se fait en 2 étapes. La première, c'est bien une réaction qui nécessite des propriétés acides de Lewis. C'est la carbonyl N-réaction du citronellal, on connaît tous, abondant dans la nature. Pour donner cet isopylégol, qui est l'intermédiaire, qu'on connaît souvent. En fait, c'est ce qu'on utilise beaucoup pour son odeur de menthe, dans les dentifrices, les chewing-gums à la menthe. C'est l'isopylégol qu'on utilise, pas le menthol qui est irritant. Mais là, la réaction continue. Ça ne s'arrête pas à l'isopylégol. Il est transformé en paracimène. C'est une réaction de déshydratation et d'oxydation qu'il faut faire, qui convient parfaitement à cet écomanganèse, qui a les 2 propriétés que je vous ai expliquées, nécessaires, acidité et réaction d'oxydation. En chimie verte, on conseille beaucoup de faire les réactions multicomposantes, faire réagir plusieurs composés en même temps. Ici, 4. En même temps, pour éviter d'avoir des étapes séquencées, de multiplier les étapes qui multiplient les déchets et donc les impacts environnementaux. Bien, ceci est possible avec un écomanganèse. En 5 minutes, on peut faire réagir ces 4 composants ensemble pour conduire à la dihydropyridine, j'ai présenté tout à l'heure avec l'éconickel, si vous vous souvenez, qui est un mime d'un réducteur naturel. Mais ici, avec le manganèse, en plus, on a la propriété oxydante, que n'avait pas le nickel. Eh bien, la réaction continue, et la dernière étape d'oxydation se fait dans la foulée. On obtient finalement une pyridine substituée dans d'excellentes conditions, très bon rendement, donc de façon directe. Donc ces écocatalyseurs sont complémentaires entre eux. On va maintenant passer donc à des espèces terrestres ou aquatiques qui n'ont pas accumulé d'éléments métalliques problématiques. On n'a pas restauré le sol ou dépollué l'eau, on est simplement en face d'espèces exotiques envahissantes qui ont une richesse naturelle en potassium et en calcium et qui peuvent générer, quand on les active, donc ces sels donc un petit peu inhabituels. Donc, par exemple, le premier, KMgCl3, sert à quoi? Que dit la chimie théorique avant de l'utiliser donc en synthèse? Bien, quand on fait des calculs de DFT, de densité de charge sur le magnésium
le magnésium conventionnel, c'est MgCl2, il a une charge positive plus 0,8. Quand on passe à KMgCl3, on a augmenté ce déficit en électrons sur le magnésium, plus 1,11. C'est-à-dire quoi? Il est plus électrophile. Il sera un meilleur acide de Lewis que le MgCl2 classique. Donc on voit déjà qu'il va être plus réactif. Donc évidemment, c'est très intéressant. Et on l'a testé tout de suite dans un grand mécanisme de la chimie, la réaction de Knoevenagel, qui permet de faire réagir un carbanion énolate sur un aldéhyde pour faire ce genre de composé. Eh bien, la réaction a été très efficace donc en 1 heure. Et maintenant, notre sel mixte de tout à l'heure, qui revient tout le temps dans les plantes terrestres, magnésium-calcium, donc cette fameuse tachydrite. On ne la connaissait pas du tout en chimie organique. Ce qu'on connaît, c'est MgCl2, CaCl2. Ces deux sels sont bien connus. D'ailleurs, entre les deux, beaucoup ont une préférence pour MgCl2, qui est celui qui a les propriétés acides de Lewis les meilleures. Tout ça, ça se mesure à l'avance. On étudie leur façon de se complexer à la pyridine. Et on fait une étude infrarouge et on regarde comment le cycle pyridinique se déplace. Et on voit donc en fait que celui qui se déplace le moins, c'est CaCl2. C'est le catalyseur le plus médiocre. Et on voit effectivement que MgCl2 déplace plus la bande de la pyridine. Ses propriétés acides de Lewis sont supérieures et ça c'est bien connu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que notre sel mixte, CaMg2Cl6, déplace encore plus le cycle de la pyridine. Donc là encore, il y a une acidité de Lewis supérieure donc au sel isolé. Donc ça a été extrêmement intéressant. Et ça peut être obtenu à partir soit d'espèces donc exotiques envahissantes qui se développent beaucoup, soit d'espèces que vous connaissez mieux, plus communes, donc peupliers, bouleaux, saules, qui sont des plantes qu'on aime beaucoup, des arbres qu'on aime bien. On les utilise beaucoup en ingénierie écologique parce que ce sont des arbres à croissance rapide. Et sur des sols dégradés, ça rend des services pour essayer de réintroduire donc une végétation donc indigène, mais sur un milieu assez contraint. Et bien donc biomasse abondante qui permettent donc de faire ce sel très facilement et qui ont montré des propriétés intéressantes pour faire une réaction classique de la chimie, une acétalisation, ou faire mieux, oxyder directement un aldéhyde en ester, sans passer par la voie traditionnelle, oxydation en acide, puis estérification. On fait tout en une étape. Et donc ceci fonctionne à merveille avec ce type de catalyseur. Estérification oxydante en une étape. Voyons maintenant cette espèce qu'on avait laissée de côté, mais qui est exotique et qui mérite d'être commentée, un éco-nickel 0, introduit, qui va générer un Fe nickel 3 très facilement, sans aucun intrant pétrosourcé. On a des plantes qui accumulent le nickel, donc on prend toutes les litières chargées en nickel, traitement thermique, addition d'acide formique, donc qui est facilement biosourçable, on le sait, et la décomposition thermique quasiment instantanée de ces formiates de nickel va générer ce nickel 0, donc une structure bizarre, un sel mixte Fe et Ni3 qu'on ne connaît pas. Ce qu'on connaît en chimie, c'est le nickel d'urané. Eh bien, c'est très différent du nickel d'urané, déjà d'un point de vue morphologique. Cet éco-catalyseur est constitué de petites nanoparticules très structurées, très organisées, et qui ont une surface spécifique élevée, 109 m² par gramme. C'est quasiment celle des supports qu'on utilise d'habitude en chimie organique, par exemple la momorionite, des argiles communes. Donc très intéressant en termes de morphologie, mais aussi de réactivité. On voit que cet éco-nickel 0 permet de résoudre un problème récurrent dans les réactions de réduction, réduire seul un dérivé carbonylé alors qu'il est conjugué à une double liaison. Le nickel d'urané réduit les deux. Il a du mal à être sélectif de la seule fonction carbonyle. Vous allez me dire, l'hydrogène sur palladium, il fait le contraire, il réduit la double liaison. Et dans des conditions dures, quand c'est encombré, il finira par attaquer le dérivé carbonylé. Et bien là, l'éco-nickel 0 a une sélectivité assez extraordinaire du seul carbonyle. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on transforme du citral en géraniol. Et le géraniol a plein d'applications. On l'aime beaucoup pour son odeur de rose, très agréable, mais c'est aussi un constituant qui est un bon répulsif vis-à-vis des arthropodes problématiques, punaises de lit notamment,
les tiques, les moustiques, etc. Donc une réaction très utile qu'on peut faire dans des conditions très simples. Maintenant, on va aborder le sujet passionnant du palladium, dont la chimie est extrêmement riche, une chimie récente mais indispensable. Et là, eh bien, selon qu'on travaille en rhizofiltration ou en biosorption, on va générer des sels différents, donc des chlorures mixtes de palladium et de calcium. Ce qui est surprenant, c'est d'avoir généré du palladium au degré d'oxydation 4, qui est bien difficile à faire, et là qu'on peut générer facilement si on prend la bonne plante pour aller le chercher dans l'eau. Quelles sont les plantes qui permettent de le faire? Des plantes exotiques envahissantes du milieu aquatique. On a parlé de celle-ci la semaine dernière, Ludwigia peploides ou grandiflora, appelée communément la Jussido, qui envahit la plupart en fait, de nos rivières et milieux aquatiques en France, de la Loire jusqu'au sud de la France. Il y en a partout. Eh bien, on la récolte massivement, on la transforme en poudre et on va chercher dans l'eau le palladium en solution. Et on génère un écopalladium qui est extrêmement intéressant. Il permet de faire des réductions assez compliquées, notamment de dérivés halogénés, dérivés carbonylés, dérivés nitrés, sans hydrogène. Classiquement, c'est l'hydrogène du palladium sur charbon sous pression d'hydrogène. Il faut utiliser pression d'hydrogène, c'est comme un risque industriel. Donc là, il n'y a aucune pression, il n'y a pas d'hydrogène. Il est généré in situ par le glycérol, en présence de l'écopalladium. Et on peut faire ces réductions, là encore, avec d'excellents rendements et sélectivité. Par exemple, on ne va pas réduire des fonctions nitryl ou azido compétitives, alors que l'hydrogène sur palladium sur charbon le ferait. Donc une sélectivité extrêmement intéressante. Mais la grande force de ces écopalladiums, ce sont quand même bien les réactions dites de couplage croisé, qui permettent de générer des matériaux très organisés et extrêmement intéressants, donc notamment la Jussido que vous avez vu tout à l'heure, qui permet de faire un composé ici, donc vous voyez la structure de l'écopalladium, cette bande grise, où toutes les petites taches noires sont des nanoparticules de palladium toutes petites, entre 2 à 4 nanomètres. Donc ça déjà c'est un premier indice positif, mais quand le chimiste les fait, en général il est vite déçu, parce que dès qu'il les met en réaction, elles vont s'agréger. Et c'est embêtant, vous imaginez ces gros agrégats de petites nanoparticules, tout ce qui est au centre de l'agrégat devient inaccessible pour la molécule à transformer, c'est perdu. Vu le prix du palladium en ce moment, il est intéressant que tout soit actif. Et bien là c'est possible, car les nanoparticules sont très bien dispersées sur cette bande grise, et restent ces nanoparticules sans s'agréger, elles restent stables, grâce à cette bande grise qui est quoi? Qui est constituée des éléments minéraux physiologiques de la plante. Donc on a un matériau qui va être très actif et qui va permettre, grâce à toutes ces espèces minérales, d'avoir un palladium donc très réactif, à faible concentration, très très faible, permettant de réaliser les deux grandes réactions modernes de la chimie du palladium, que sont les réactions de Suzuki et de Heck, souvenez-vous, les deux prix Nobel de 2010. Il y en avait un troisième, mais on va en parler tout à l'heure, à travers les réactions de Sonoga-Shira. Ce qui est intéressant, c'est que cette réaction fonctionne très très bien sur des substrats modèles, mais pas que. Également sur ce qu'on appelle la série hétérocyclique, c'est-à-dire des hétéroatomes, soufre, azote, qui sont toujours des poisons du palladium, qui ont une affinité pour le palladium terrible et qui désactivent sans arrêt les catalyseurs au palladium. Et bien ici, ces réactions de couplage croisé avec ces hétérocycles se font encore extrêmement bien, avec un catalyseur qui est recyclable, ce qui n'arrive jamais, sans aucun ligand, sans aucun additif, ce n'est pas nécessaire, puisque les agrégats ne se forment pas, avec des charges catalytiques très faibles. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que l'application directe de ces réactions, ce sont celles des médicaments récents. On en a un petit peu parlé lors du séminaire sur les métaux stratégiques. Eh bien, les médicaments récents, un tiers d'entre eux nécessitent une réaction de couplage croisé au palladium. Donc c'est intéressant d'être capable de recycler ces catalyseurs et donc d'avoir des charges catalytiques très faibles pour les construire. Voici un exemple que je vous partage, qui est celui précisément d'un précurseur d'un médicament, la BT239,
avec un procédé industriel donc, qui a été publié. Donc on a pu s'y comparer directement. Et puis le procédé avec l'écopalladium. Donc on voit tout de suite l'intérêt de l'écocatalyse. Le procédé industriel utilise 1 mol pour 100 et nous 0,1 mol pour 100, 10 fois moins. C'est démonstratif. On peut le recycler 4 fois sans perte d'activité. Le catalyseur industriel n'est pas recyclable. Pourquoi ? Parce qu'il est ligandé. Il possède un ligand, une phosphine. Qui a un autre problème, au-delà du fait que ça gêne le recyclage, c'est que ce ligand est toxique. Il faut des quantités importantes de sels de cuivre, qui sont un poison pour le milieu aquatique. Dans le cas de l'écocatalyse, le cuivre n'est pas nécessaire. La base azotée qui est nécessaire pour la réaction industrielle pose notamment des problèmes. Ce n'est pas une base inoffensive. Dans notre cas, c'est une base biosourcée qui est tout à fait commune et qui ne pose zéro souci. Et bien sûr, les conditions réactionnelles finales sont très différentes. La réaction industrielle dure 40 heures à 45 degrés. Dans notre cas, c'est 1 heure d'addition suivie de 4 heures de réaction. Donc c'est 10 fois plus rapide. Donc on voit la force de l'écocatalyse et la puissance que apportent les plantes qui sont utilisées initialement pour séquestrer ces éléments métalliques. On va maintenant passer à un exemple dont les applications sont multiples. Ce sont les sels mixtes de manganèse et de calcium qu'on peut donc obtenir très facilement à partir des plantes qui séquestrent le manganèse et qui sont extrêmement intéressantes. On en avait parlé. Donc, dans ces plantes qui accumulent le manganèse, eh bien, elles utilisent les canaux ioniques du calcium pour transporter le manganèse. Chimiquement, il y a des analogies entre les deux suffisantes pour que la plante ait trouvé cette astuce pour véhiculer le manganèse et aller le stocker dans les parties aériennes. C'est très intéressant, c'est quelque chose qui a été montré. Vous voyez ici la feuille de ces plantes qui accumulent le manganèse. Donc il y a du manganèse, du calcium. Donc il y a vraiment colocalisé les deux dans tous ces compartiments cellulaires. Eh bien c'est intéressant puisque ça colocalise ces deux éléments. Et en fait, le traitement thermique va générer cet oxyde mixte calcium-manganèse qui est le mime parfait du cluster de la photosynthèse utilisé par les plantes chlorophylliennes pour une réaction d'oxydation compliquée qui est l'oxydation de l'eau en oxygène. Donc c'est merveilleux d'avoir à disposition cet oxyde mixte en faisant finalement de la restauration écologique de sols dégradés et pollués. Et l'intérêt de cet écocatalyseur a été mis en évidence dans la première synthèse totale et biomimétique du cuminaldéhyde. C'est une molécule qu'on utilise industriellement pour son odeur de cumin, mais par des procédés qui ont un impact environnemental majeur, qui posent beaucoup de problèmes, qui utilisent des réactifs mis en cause par la réglementation REACH. Bien là, on peut le faire en s'appuyant sur ces écomanganèses à travers une synthèse multi-étapes dont le point de départ, c'est le pinène, une molécule naturelle. Ce qui est intéressant, c'est que les intermédiaires de synthèse, eux aussi, sont utiles. Ils ont des propriétés biologiques et pharmaceutiques qui sont largement décrites dans la littérature, que ce soit l'alcool pérylique et le pérylaldéhyde. Donc une synthèse totale qui est extrêmement riche et qui est une première possible grâce à ces écomanganèses. On avait vu aussi qu'une plante aquatique générait cet oxyde mixte. C'est donc Pistia stratiotes. Souvenez-vous, elle envahit le contre-canal du Rhône, ici, dans le Gard, sur 17 km pendant 6 mois de l'année. Il faut la récolter massivement. Ça coûte 100 000 € à la Compagnie nationale du Rhône, qui le fait régulièrement. Et plutôt que de la considérer comme un déchet, ce qui nous intéressait, c'est la richesse en manganèse de ces racines, qui ont généré ce bel oxyde mixte de manganèse et de calcium, mais en plus, ces parties aériennes, donc en flottaison, celles qu'on voit sur la photo, parce qu'elles génèrent un écocatalyseur qui est riche en oxyde de calcium, de magnésium et en carbonate, c'est-à-dire des entités largement basiques. On a donc deux propriétés avec un plan. Les racines apportent des propriétés oxydantes et les parties aériennes apportent des propriétés basiques. Donc assez extraordinaire et des conditions idéales pour faire une réaction qui est difficile à réaliser classiquement, passer directement
de cet aldéhyde, qui est complètement biosourcé, qui est un déchet de l'hémicellulose, le furfural, pour le transformer en un solvant vert non volatile et très utile, le furanate de méthyle. On peut le faire en une étape. Tout est possible. On prend de la vitamine B1 et la plante va apporter le caractère basique et oxydant nécessaire pour faire cette réaction. Là aussi, le catalyseur est recyclable. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse économique de ce procédé a démontré quelque chose qui n'est pas forcément immédiat et en tous les cas qu'on n'entend pas souvent, c'est que ce produit biosourcé n'est pas plus coûteux que les 2 produits pétrosourcés développés en Chine à l'heure actuelle, qui sont les gros procédés industriels. Donc l'idée qui consiste toujours à penser que le produit biosourcé est plus cher que le produit pétrosourcé est remise en cause très clairement par cet exemple. Voilà, donc on va donc voir maintenant en quoi les écomanganèses activées sous forme de chlorure peuvent être utiles. Donc là, je vais aller vite, je ne vais pas détailler parce que ceux qui ne sont pas chimistes en ont peut-être un petit peu assez de mes considérations chimiques. Mais le potentiel est très large, on peut en faire beaucoup de choses. Et donc, en fait, on arrive à revisiter quasiment toutes les réactions de carbonylation réaction, acétalisation, réaction multicomposante, halogénation oxydante, oxydation d'alcool, époxydation, et donc coupure oxydante, qui est une réaction bien difficile à réaliser. Donc les écomanganèses activées permettent vraiment de revisiter tout ce qui est réaction d'oxydation. Pour finir, on va terminer avec les écobases, qui sont extrêmement démonstratives et qui génèrent des espèces assez différentes selon la plante utilisée, qui permettent aussi de repenser donc ces gros mécanismes de réaction qui nécessitent l'utilisation de bases minérales ou organiques. Un exemple récent qu'on a montré, c'est la synthèse de composés que sont ces zénones, c'est-à-dire qui sont des intermédiaires, des molécules plateformes qui vont permettre d'en faire plein d'autres. Traditionnellement, cette réaction nécessite plusieurs étapes, mais utilise des bases fortes telles que les alcoolates sodiques, potassiques, donc qui sont complètement pétrosourcés, qui sont des bases assez dangereuses d'ailleurs, corrosives, et qui nécessitent pour leur préparation l'utilisation de métaux, sodium, potassium, qui sont très inflammables. On peut largement remplacer ces bases par les écobases, et d'ailleurs la réaction est beaucoup plus efficace. Pourquoi ? Notamment toutes ces écobases qui sont riches en oxyde de magnésium permettent de catalyser chacune des étapes. La première, une addition de nickel qui se fait extrêmement bien, la réaction d'aldolysation suivante, l'isomérisation, c'est-à-dire en fait la lactonisation que je vais expliquer, et ceci beaucoup mieux qu'une base forte pétrosourcée. Pourquoi ? Une base forte va engendrer de la réaction de crotonisation qui est beaucoup plus difficile. Ici, la présence du magnésium dans l'écocatalyseur va augmenter l'électrophilie du CO, c'est son deuxième rôle, et va induire une réaction de lactonisation. Elle va détourner le mécanisme, non pas vers une crotonisation difficile, vers une lactonisation qui va ensuite permettre une décarboxylation spontanée. Donc en fait, la présence de cet oxyde de magnésium dans l'écobase va détourner le mécanisme vers quelque chose qui est beaucoup plus doux et efficace qu'une base forte pétrosourcée. Donc cette réaction a été l'objet de calculs d'indicateurs environnementaux pour montrer vraiment ce qu'elle apporte de positif. Elle a montré ce qu'on appelle un facteur E excellent, c'est-à-dire pas de production de déchets, qui est un des fléaux de la chimie organique classique, très faible consommation énergétique, un STI correct, c'est-à-dire une très bonne productivité, et surtout des turnovers élevés. Donc on peut reproduire cette réaction, puisque le catalyseur est recyclable un grand nombre de fois avec beaucoup d'efficacité. On l'a vu aussi, et c'est un vrai problème actuel, on peut remplacer des émollients problématiques qui posent des problèmes à la fois de toxicité, d'écotoxicité et de non-biodégradabilité par des émollients naturels. Ceci est possible là aussi par ces écobases qui viennent des plantes exotiques envahissantes dont on a parlé. En étant d'excellents catalyseurs de transformation des triglycérides, c'est-à-dire ces composés majeurs qu'il y a dans les huiles végétales. Et c'est particulièrement intéressant quand il s'agit en fait
d'huiles végétales qui viennent de ressources abondantes présentes dans la nature. Ceci permet de faire des esters gras qui ont des propriétés émollientes largement dignes de ce qui est utilisé actuellement dans l'industrie cosmétique. Et d'ailleurs, ce procédé a été labellisé par le certificateur français Cosmos pour la naturalité du procédé. Aucun intrant pétrosourcé dans le procédé. Tout est naturel. Donc le substrat, le réactif, le catalyseur, pas de solvant, zéro déchet. On peut faire une chimie naturelle de façon extrêmement performante. Là aussi, ça permet peut-être de remettre en cause certaines idées toutes faites dans le domaine. Mais ça peut encore aller plus loin. Ces esters gras peuvent être à leur tour le point de départ de tensioactifs non ioniques. En faisant réagir le glycérol, qui est un déchet du biodiesel, et des triglycérides aussi, on peut catalyser cette réaction très difficile de transestérification des esters gras pour faire des émulsifiants, cette fois-ci, des tensioactifs, mais non ioniques, c'est-à-dire qui n'ont pas d'impact sur l'environnement, à la différence des tensioactifs ioniques, notamment les sulfates, voire les phosphates. Donc extrêmement intéressant. Donc on a été très loin dans cette réaction, étudier la pureté en ce composé qui a été évalué à 95% pour donner une idée de la force de ce résultat. L'industriel français qui le produit a une pureté de 60%. Voilà, donc là encore, la puissance d'un éco-catalyseur. Donc pour terminer cette présentation, j'espère vous avoir prouvé en fait que s'intéresser, fournir des efforts pour restaurer d'un point de vue écologique les écosystèmes dégradés, le sol, l'eau, les zones humides, on arrive finalement à trouver des outils de valorisation pour la chimie très innovants, ce sont solutions écologiques qui le permettent, et que cette innovation permet de développer une chimie durable très productive et qui est capable d'avoir des développements économiques avérés, concrets, qui à son tour peut être la force motrice de la restauration écologique, puisqu'elle peut apporter le soutien économique qui est nécessaire pour continuer à développer la restauration écologique. C'est le principe même de ce qu'on appelle l'économie régénérative qui sera l'objet du colloque de mardi prochain. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.